Bonjour à tous et bienvenue sur Barla Énergie Climat. Aujourd'hui, je vous propose de parler des deux contraintes carbone et des scénarios de transition énergétique possibles pour y faire face. On a vu dans la vidéo précédente les deux contraintes carbone, à savoir le changement climatique et la baisse d'approvisionnement en énergie fossile. On va maintenant se concentrer sur les différents scénarios de transition énergétique à l'échelle française à l'horizon 2050. Il y aura une première partie sur la définition de ces scénarios, puis une deuxième sur l'analyse de ces scénarios. Et je conclurai parce que je considérerais comme les deux piliers de la transition énergétique et comment s'engager à son échelle pour y contribuer. Alors, comment peut-on faire pour se sevrer du pétrole, du gaz et du charbon en France à l'horizon 2050? La France et l'Union européenne se sont engagées à être neutres en carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire qu'en 2050, on aura droit d'émettre autant de tonnes de CO2 chaque année que ce que les puits de carbone pourront absorber. Aujourd'hui, on en est encore loin, parce qu'on émet plus de 400 millions de tonnes de CO2 tous les ans, et on n'en absorbe que quelques dizaines. Donc on doit réduire fortement, et on a un objectif intermédiaire à l'horizon 2030, qui est de réduire de 55% les émissions par rapport à 1990. Donc il va falloir accélérer la réduction et finir pour durablement décarboner. Pour y parvenir, il va falloir à la fois réduire la consommation d'énergie et électrifier notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, donc on a 60% d'énergie fossile dans le mix, on a 25% d'électricité, essentiellement décarbonée, et puis on a une quinzaine de pourcents de biomasse, notamment du bois. On a aussi de la chaleur, l'utilisation de déchets, c'est aussi considéré comme non fossile. Donc réduire la consommation totale d'énergie et électrifier. Et donc à l'horizon 2050, RTE considère qu'on devrait avoir environ 55% d'électricité dans notre consommation, environ une trentaine de pourcents de biomasse, et le reste ce sera donc des gaz décarbonés, à savoir du biométhane. Et puis on a une petite partie en hachuré ici, c'est de l'hydrogène, c'est-à-dire un gaz décarboné produit à partir d'électricité. Si on se concentre sur l'électricité, qui est le plus gros du morceau, aujourd'hui on consomme environ 470 TWh tous les ans. Avec l'électrification des usages, eh bien, les consommations de secteurs résidentiels, tertiaires, industriels et des transports ainsi que de l'hydrogène vont augmenter. On a un gros morceau qui est dû à l'électrification du parc automobile, et puis un morceau assez important pour le développement de la production d'hydrogène. Donc tout ça, ça nous fait plus de 300 TWh en plus. Par contre, on va aussi avoir des améliorations de l'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment, donc à la fois résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire l'isolation des bâtiments. Ça permet de réduire les consommations. Et donc quand on cumule les effets d'augmentation et les effets de diminution, on se retrouve à un scénario de référence qui nous donne environ 650 TWh de consommation d'électricité en 2050. On a aussi un léger impact du changement climatique sur la consommation électrique, mais ça se compense entre l'été et l'hiver. On va avoir un peu moins de chauffage en hiver et un peu plus de climatisation en été. Donc voilà, il faut retenir que l'ordre de grandeur pour 2050, dans le scénario de référence, c'est 650 TWh. Maintenant, RTE a fait des variantes. Ils ont dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passerait si on est arrivé à être plus sobre? Dans le scénario négawatt, on consomme moins d'énergie. Si on arrive à aller chercher ces gisements de sobriété, qu'est-ce que ça représenterait? Et donc ce serait 100 TWh de moins. Donc on finirait à 550. Si on arrive à réindustrialiser le pays, il va falloir plus d'énergie, et en particulier plus d'électricité dans nos industries. Donc il faut 100 TWh de plus. Et puis après, il y a plusieurs variantes qui ont été testées par RTE, notamment qu'est-ce qu'il se passe si on a moins de biomasse que prévu, qu'est-ce qu'il se passe si l'isolation des bâtiments n'avance pas aussi vite que prévu. Voilà. Donc dans l'ensemble, il faut retenir que la fourchette d'incertitude, c'est entre 550 et 750 TWh d'électricité consommée en 2050. Et dans le cas optimal, on ferait à la fois de la sobriété et de la réindustrialisation, et donc on retomberait sur nos pattes à 650 TWh. Maintenant qu'on sait à peu près combien on va consommer, la question c'est comment on produit tout ça. Aujourd'hui, on a environ 70% de nucléaire, 10% d'hydraulique, 10% d'éolien solaire, et puis 10% de gaz, charbon, fuel et autres. Et donc à l'horizon 2050, a priori, il devrait rester une partie du parc nucléaire actuel, mais une petite partie.
on devrait encore avoir de l'hydraulique autant qu'aujourd'hui. Pour l'éolien et le solaire, l'idée c'est qu'on en ait au moins autant qu'aujourd'hui, et a priori bien plus. Donc il reste une grosse partie à arbitrer. Donc est-ce qu'on fait du nouveau nucléaire, combien d'éoliens, combien de solaire, combien d'éoliens terrestres, combien d'éoliens en mer? Tout ça, ça va être les différents scénarios proposés par RTE. Et donc il y en a 6. Les 3 premiers, c'est des scénarios qui sont appelés M, donc M0, M1, M23. Donc ces scénarios, il n'y a pas de construction de nouveaux réacteurs. Donc à terme, en 2050-2060, on finit à 100% renouvelable. Donc M0, c'est une sortie accélérée du nucléaire, donc on finit à 100% ENR dès 2050. M1, on ferme les réacteurs nucléaires actuels à leur rythme. Quand ils atteignent leur fin de vie, on les ferme, mais on n'accélère pas le rythme. Et on essaie plutôt de faire des énergies renouvelables décentralisées. Donc on fait pas mal de photovoltaïque diffus, donc en petite toiture notamment. On fait beaucoup de petits projets éoliens terrestres, petits projets photovoltaïques, un peu d'éolien en mer. Voilà, donc on essaie de mettre la production d'électricité assez près de sa consommation. M23, c'est un scénario 100% ENR qui est plus optimisé, donc on va faire essentiellement des gros projets, donc des gros parcs photovoltaïques au sol, des gros parcs éoliens terrestres, et puis des gros parcs éoliens en mer. Donc on fait beaucoup plus d'éoliens en mer dans M23. Et puis donc M3, on finit aussi de sortir du nucléaire progressivement en 2060. Ensuite, on a 3 scénarios où on construit de nouveaux réacteurs nucléaires. Dans N1, on construit 8 EPR, c'est donc les nouvelles technologies de réacteurs. Et donc on aurait environ un quart de nucléaire en 2050. Dans N2, on construit 14 EPR et on aurait environ un tiers de nucléaire en 2050. Et dans N3, on construit 14 EPR. On construit aussi 10 réacteurs SMR, donc c'est des petits réacteurs modulaires, donc de taille beaucoup plus petite. Donc un EPR c'est plutôt 1,6 gigawatts, un SMR c'est plutôt 0,3 gigawatts, donc 300 mégawatts. Et donc le dernier élément de N03, c'est qu'on essaie de prolonger la durée de vie des réacteurs au-delà de 60 ans, ce qui permet d'en avoir donc plus longtemps. Donc au final, on finit à 50% nucléaire dans N03. Commençons par regarder un peu le nucléaire. On peut voir sur ce graphe le calendrier de construction des réacteurs historiques. Donc les premières décisions ont été prises en 1970-1971, et puis une quinzaine d'années plus tard, on avait mis en place la moitié du parc actuel. Aujourd'hui, le planning serait beaucoup plus étalé. Le président de la République a pour l'instant décidé de construire 6 réacteurs, donc 3 paires. La première serait à Penly en Normandie, la deuxième à Gravelines dans les Hauts-de-France, et la troisième en Auvergne-Rhône-Alpes, soit à Tricastin, soit à Bugey. Et donc le premier réacteur de cette nouvelle série, il serait mis en place qu'aux environs de 2035, soit une quinzaine d'années après la décision. Dans les années 80, en 15 ans, on construisait la moitié d'un parc. Aujourd'hui, en 15 ans, on construit un réacteur. Alors pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que le contexte industriel a évolué. On s'est désindustrialisé. Dans les années 80, on avait un pays très industriel, aujourd'hui beaucoup moins. Et pour faire des réacteurs nucléaires, il faut des ingénieurs pour le concevoir, mais il faut surtout un secteur industriel solide, notamment dans le BTP, pour construire tous les bâtiments. Deuxième élément de réponse, c'est que la complexité des réacteurs a augmenté. Suite au retour d'expérience des accidents de Fukushima en 2011 et de Tchernobyl en 1986, eh bien, les niveaux de sûreté ont été rehaussés et donc ça entraîne une complexification de la conception des réacteurs. Et donc, c'est plus long à mettre en œuvre. Un troisième élément de réponse, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de processus de concertation et d'autorisation avant de mettre en place des installations nucléaires et puis énergétiques au sens large. Dans les années 80, le gouvernement décidé, c'était mis en place. Aujourd'hui, c'est un peu plus démocratique et un peu plus de concertation. Et c'est une bonne chose. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Bien, M0, M1 et M23, on sort du nucléaire d'ici 2050 ou 2060, parce qu'on n'en construit pas de nouveaux réacteurs. Et puis, N1, N2, N03, on construit des nouveaux réacteurs. N03, on construit autant de nucléaire qu'on peut. Et en fait, on n'arrive même pas à compenser la fermeture des réacteurs existants. Ça veut dire que les futurs EPR, ils ne serviront que à compenser l'arrêt des réacteurs actuels, et ça ne suffira même pas à faire ça.
dans N03, à terme on aura 50 gigawatts de réacteurs, alors qu'on en a environ 60 aujourd'hui. Donc ça correspondra à peu près 330 TWh, soit la moitié de la consommation estimée dans le scénario de référence. Mais donc ça peut être plus que la moitié si on arrive à être plus sobre, et puis moins de la moitié si on consomme plus parce qu'on réindustrialise notamment. Alors si on regarde les énergies renouvelables maintenant, et notamment le photovoltaïque, on peut voir sur ce graphe le rythme de développement qu'il faut faire chaque année entre 2020 et 2050 pour atteindre les objectifs des différents scénarios. Dans N03 par exemple, eh bien, chaque année il faut rajouter 2 gigawatts de solaire. Dans M0, chaque année il faut rajouter 7 gigawatts de solaire. Et donc ça sur les 30 prochaines années. Ces 10 dernières années, en France, tous les ans on a rajouté 1 gigawatt de solaire. Donc même dans le cas où on fait 50% nucléaire, il faut quand même doubler le rythme actuel de développement du photovoltaïque. Si on regarde nos pays voisins, eh bien le plus efficace en la matière, ça a été l'Allemagne. Chaque année, ils ont installé 4 gigawatts de photovoltaïque ces 10 dernières années. Donc dans les scénarios très optimistes sur le développement photovoltaïque, donc M0, M1, eh bien il faut aller 2 fois plus vite que ce que l'Allemagne a fait ces 10 dernières années, et l'Allemagne était le champion d'Europe en la matière. Donc c'est clairement pas à gagner. Pour l'éolien terrestre, c'est un peu la même chose, mais un peu plus raisonnable. Donc ouais, il faudrait entre 1 et 2 gigawatts tous les ans, sachant qu'on en a mis en place 1 gigawatt tous les ans en France et que les Allemands étaient à 2,5. Donc l'éolien terrestre, ça semble plus faisable, plus accessible en termes de capacité de la filière à répondre à ce besoin. Par contre, l'enjeu, c'est plus l'acceptabilité sociétale, et donc il y a notamment beaucoup de tensions dans le développement de l'éolien à cause des riverains, malheureusement. Et puis pour l'éolien en mer, eh bien, les rythmes de développement nécessaires sont entre 1 et 2 gigawatts tous les ans aussi, sachant que les pays voisins les plus efficaces en la matière, ça a été donc le Royaume-Uni, et ils ont développé 1 gigawatt d'éolien offshore tous les ans. Donc voilà, dans le scénario plus nucléaire, il faut faire aussi bien que ce qu'ont réussi à faire les Anglais ces 10 dernières années. Dans le scénario M0, M23, il faut être 2 fois plus efficace. Donc la marche est quand même assez haute. Bon, après, ces scénarios, même M0, M1, M23, donc ces scénarios 100% renouvelables, les rythmes sont ambitieux mais pas irréalistes. C'est clairement pas gagné, mais c'est pas impossible qu'on y arrive. Bon, pour M1, on a quand même une sérieuse question sur la faisabilité de développement photovoltaïque. Sur M23, c'est surtout l'éolien en mer qui pose question. Et puis M0, c'est à la fois le photovoltaïque et l'éolien en mer où c'est clairement pas gagné. Maintenant qu'on a cadré un peu les différents scénarios qu'on voulait évaluer, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont leurs implications en termes de faisabilité, de coûts et de performance environnementale? Commençons par la faisabilité de ces scénarios. Il faut savoir que le système électrique doit toujours être équilibré entre sa production et sa consommation. L'électricité, c'est pas une grandeur physique qui se stocke, contrairement à du pétrole ou de l'eau ou autre chose. L'électricité, s'il y a déséquilibre entre la production et la consommation, ça se traduit par une accélération ou un ralentissement des machines tournantes sur le réseau. Et donc si leur vitesse de rotation, elle sort de leur plage de fonctionnement à 50 Hz, eh bien ça disjoncte, il y a blackout. Donc vu qu'il faut éviter ça, eh bien il faut se débrouiller pour en permanence équilibrer production et consommation. Ça veut dire qu'on doit avoir des moyens de production pilotables et éventuellement des moyens de consommation pilotables. Donc ça veut dire que notre système électrique, notre mix électrique, il doit être dimensionné pour pouvoir faire face aux pics de consommation. C'est le premier enjeu des mix, notamment à forte pénétration d'énergie renouvelable. Il faut pouvoir garantir la sécurité d'approvisionnement même lors des événements extrêmes. Deuxième enjeu, c'est la question de la stabilité du système. Là, plutôt à l'échelle de la seconde, voire de la microseconde, de la milliseconde, pardon. Eh bien, vu que quand il y a déséquilibre production-consommation, ça fait ralentir les machines tournantes sur le réseau, il faut qu'il y ait beaucoup de machines tournantes pour que ça ralentisse pas trop. Et donc les panneaux solaires et les éoliennes, c'est pas des machines tournantes, donc il y a des enjeux de stabilité à prendre en compte. Il faut mettre ce qu'on appelle des compensateurs qui jouent avec de l'électronique de puissance.
Le troisième enjeu, c'est d'avoir ce qu'on appelle des réserves opérationnelles qu'on peut mobiliser rapidement. Donc si à l'échelle de la minute ou de l'heure, on sait que les besoins de production vont bouger, eh bien, il faut pouvoir mobiliser des centrales hydrauliques, des centrales à gaz ou autre chose, qui soient flexibles, pilotables et qui puissent répondre dans les intervalles de temps donnés. Et enfin, le quatrième gros enjeu, c'est ce qui concerne les réseaux électriques. Il faut avoir un réseau assez fort pour pouvoir acheminer l'électricité des moyens de production vers les moyens de consommation. Donc, si on résume, on a des besoins en énergie à l'échelle d'une année, on a des besoins de flexibilité et notamment de puissance pilotable pour pouvoir assurer cet équilibre production-consommation, et il y a des besoins d'inertie pour éviter que, en cas de problème, ça disjoncte. Et donc, si on regarde pour notamment ces 4 critères, qui sont les pastilles bleues dans ce tableau-là, on a nos différents scénarios. Et bien, RTE a essayé d'évaluer qualitativement si les scénarios étaient robustes sur ces critères-là. Est-ce qu'il y a une incertitude plus ou moins forte qu'on n'arrive pas à satisfaire ces critères? Bien, notamment pour le scénario M0, donc qui vise une sortie de nucléaire dès 2050, bien c'est rouge sur tous les critères. Il y a un fort risque à la fois sur le développement des énergies renouvelables, sur le développement de l'éolien flottant, et puis sur le développement sur la garantie de la sécurité d'approvisionnement. Il y a des forts risques pour on n'y arrive pas. Pour les scénarios sortis du nucléaire un peu plus tard, donc sans nouveaux réacteurs, c'est aussi clairement pas gagné. Et même le scénario où on construit 8 EPR, c'est clairement pas gagné qu'on y arrive à gérer les problèmes de pilotabilité du réseau. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, on devrait y arriver, mais il y a une incertitude sur notre capacité à y arriver. Et après, pour les scénarios avec beaucoup de nucléaire, eh bien, il y a d'autres problèmes qui vont se poser, d'autres facteurs d'incertitude, notamment sur la mise en service d'un grand nombre de réacteurs et sur la prolongation de réacteurs au-delà de 60 ans. Puis il y a aussi la question des petits réacteurs nucléaires, donc les fameux SMR, qui n'est pas forcément gagné d'avance. Maintenant, supposons qu'on ait choisi un scénario et qu'on ait réussi à le déployer et qu'il n'y ait pas de problème. La question, ça va être combien ça va coûter. Eh bien, RTE a réussi à quantifier le coût complet du système électrique pour chacun de ces scénarios. Donc dans le coût complet du système électrique, il faut prendre en compte le coût du nucléaire, donc notamment pour construire les nouveaux réacteurs nucléaires, mais aussi pour gérer leur maintenance, l'achat de combustible et leur fonctionnement. Il y a le coût des énergies renouvelables, éolien, solaire et le reste. Puis il y a aussi tout ce qui va être le coût des flexibilités, notamment les centrales thermiques, centrales à gaz, qu'elles soient à hydrogène ou pas, qui sont nécessaires pour assurer la pilotabilité du réseau. Et puis enfin, une dernière partie de coût qui va concerner les coûts du réseau de transport et du réseau de distribution. Donc en sommant tous ces coûts du système, nucléaire, renouvelable, flexibilité et réseau, on a le coût complet de notre scénario. Et bien ce coût complet, ça varie entre 60 milliards d'euros par an pour les scénarios avec beaucoup de nucléaire et 80 milliards d'euros par an pour les scénarios 100% renouvelables rapidement. Le scénario M23, qui est 100% énergie renouvelable en 2060, donc pas de nouveaux réacteurs nucléaires, mais on optimise la manière dont on produit des énergies renouvelables, avec des grands parcs photovoltaïques et des grands projets éoliens en mer. Ce scénario-là, il a un coût intermédiaire à 70 milliards d'euros par an. Donc dans l'ensemble, voilà, environ 10 à 20 milliards d'euros par an d'écart entre les scénarios avec et sans nouveaux réacteurs nucléaires. Maintenant, si on place ces scénarios sur un axe avec la quantité de nucléaire installé, eh bien, donc plus on rajoute de nucléaire, eh bien, plus ça fait baisser le coût du système électrique. Il n'y a pas un coefficient 2 entre 100% NR et puis 50% nucléaire, mais il y a quand même une baisse d'environ 10 à 20 milliards d'euros par an. Et ce que RTE a essayé de regarder aussi, c'est, imaginons qu'on ait plus de nucléaire que 50%, eh bien, est-ce que ça permet encore de baisser le coût du système? Eh bien, en fait, pas vraiment, parce que, en fait, jusqu'à 50%, parce que les énergies renouvelables ont un coût de production plus faible que le nucléaire. En fait, elles sont pas compétitives s'il y en a trop, parce qu'il faut mettre en place des moyens de flexibilité et des réseaux supplémentaires. Mais une partie importante d'énergie renouvelable permet de faire baisser le coût du système.
Donc en gros, l'optimum économique, il n'y a pas que ça à regarder, mais c'est intéressant à se poser la question, l'optimum économique, il est autour de 50% d'énergie nucléaire. Donc environ vers 0,3. Donc si on essaie de conclure entre construire ou pas 14 EPR, quelle est la différence? RTE estime ça à 10 milliards d'euros par an d'écart, mais voilà, ils ont fait une analyse de sensibilité et c'est entre 0 et 15. Donc c'est certain que faire du nucléaire ne augmentera pas le coût du système. Par contre, peut-être que ça ne le baissera pas de beaucoup. Ça dépend des hypothèses qu'on prend, notamment l'hypothèse qu'on prend pour le coût du capital, c'est-à-dire le taux d'intérêt qu'on accepte de donner aux investisseurs. Et donc aujourd'hui, on prend en compte des taux différents pour le nucléaire et les ENR parce que le nucléaire est considéré par les investisseurs comme plus risqué. Par contre, dans l'idée que ce soit l'État qui décide du scénario à mettre en place, il n'y a pas de raison que l'État se rémunère de différentes manières selon les scénarios. Maintenant, si on regarde la variante sobriété, on consomme moins d'électricité, donc ça coûte moins cher. Et l'écart, c'est, on réduit le coût total d'environ 10 milliards d'euros par an pour tous les scénarios. Ça ne change pas le classement des scénarios et ça change peu l'écart entre avec ou sans nucléaire. Et la variante réindustrialisation, eh bien, on produit plus d'électricité, donc ça coûte plus cher, mais voilà, d'environ 10 milliards d'euros par an aussi. Par contre, ça crée des centaines de milliers d'emplois et ça permet d'améliorer la balance commerciale d'environ 200 milliards d'euros par an. Donc, autant dire que cet investissement est très rentable. Donc, il y a un fort intérêt économique, notamment, à faire cette réindustrialisation. Maintenant, je vais parler un peu des gaz à effet de serre, parce que c'était un peu la consigne du cahier des charges initial. Comment faire face aux deux contraintes carbone, c'est-à-dire comment réduire nos émissions de CO2, notamment notre consommation d'énergie fossile. Alors, pour l'électricité, il faut regarder l'analyse de cycle de vie des différents moyens de production. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte à la fois la fabrication du combustible, il va falloir prendre en compte la construction des infrastructures, notamment de la centrale électrique, le fonctionnement de notre infrastructure, donc si on crame du charbon, combien ça émet de CO2 de cramer du charbon, et puis après, en fin de vie, donc le démantèlement des infrastructures et puis la gestion des éventuels déchets de notre production d'électricité. Et donc pour nos différents moyens de production d'électricité, on va voir les ordres de grandeur suivants. Le charbon, ça émet environ 1000 grammes de CO2 par kWh électrique. Le gaz, c'est environ 400 grammes de CO2 par kWh électrique. Et pour les énergies renouvelables, on va être entre 10 et 40. Pour le nucléaire, on va être à moins de 10. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que les énergies renouvelables et nucléaires sont des énergies décarbonées. On compare 10 ou quelques dizaines à plusieurs centaines, voire 1000. Aucun doute sur le fait que c'est décarboné. Et donc sur notre système électrique, aujourd'hui, il est essentiellement décarboné. On émet 20 millions de tonnes de CO2 par an à cause de notre consommation d'électricité sur les 400 millions de tonnes de CO2 par an à l'échelle du pays dans le mix énergétique. Et donc ce mix électrique qui est déjà assez bas carbone, eh bien, il va se décarboner encore plus, et ce dans tous les scénarios, donc que ce soit M0, M23, N1, N3, etc. Tous les scénarios permettent de réduire drastiquement les émissions de CO2 du système électrique et donc du système énergétique du pays. Après, il y a la question de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, on raisonne essentiellement en émissions nationales, c'est-à-dire que les 400 millions de tonnes de CO2 dont on parlait tout à l'heure, c'est celles qui sont émises sur notre territoire. Mais ce n'est pas forcément celles dont notre consommation est responsable. Si on achète un ordinateur fabriqué en Chine, ou une voiture dont les composants ont été fabriqués en Chine, notamment l'acier et autres, eh bien, c'est raisonnable de considérer que les émissions faites en Chine pour fabriquer ceux qu'on utilise en France, eh bien, ce sont les Français qui en sont responsables. Donc quand on raisonne comme ça, on calcule ce qu'on appelle l'empreinte carbone, et l'empreinte carbone des Français, c'est pas 400 millions de tonnes par an, c'est plutôt 650. Donc, si on réindustrialise le pays, ça permet d'arrêter ou de réduire les importations et donc les émissions importées. Et donc, ça permet d'utiliser de l'électricité décarbonée en France pour fabriquer des objets qu'on utilise en France. Il y aura donc plus de consommation d'énergie en France, donc plus d'émissions sur le territoire, à peu près 8 millions de tonnes par an supplémentaires émises sur notre territoire. Mais vu qu'on consomme moins d'énergie à l'étranger, ça permet de réduire la consommation d'énergie fossile à l'étranger.
Et donc c'est environ 25 millions de tonnes de CO2 par an qui sont évitées à l'échelle mondiale. Et donc sur la trajectoire entre 2020 et 2050, réindustrialiser le pays, ça permettrait d'éviter 900 millions de tonnes de CO2, ce qui n'est pas rien. Ça correspond à 2 années d'émissions actuelles. Et donc ce serait 2 années d'émissions qui seraient effacées grâce à cette réindustrialisation. C'est donc super intéressant. Après, il y a la question de la consommation de ressources, notamment des ressources métalliques et celles qui sont utilisées dans les batteries. Il faut savoir que que l'utilisation de batteries dans le réseau électrique, ça va être entre 1 et 100 gigawattheures à l'échelle du réseau électrique. Donc, si on ne fait pas de nucléaire, il y aura besoin de plus de batteries. Mais cet écart entre construire ou pas des réacteurs nucléaires, ça a très peu d'impact sur l'utilisation de batteries comparé à ce qu'il y aura dans les véhicules électriques. Et donc, dans les véhicules électriques, si on est plus sobre, mais là c'est 1000 gigawattheures économisés, donc c'est énorme par rapport aux enjeux à l'échelle du système électrique. Donc les batteries, c'est pas un sujet qui distingue nos différents scénarios de production d'électricité. Après, donc vu qu'on en utilisera quand même, notamment dans les véhicules électriques, il y a un enjeu à réfléchir à quels sont les sujets. Premièrement, commençons par le lithium. Le lithium, si on électrifie le parc français, il y aura besoin de mobiliser 2,5% des réserves mondiales connues aujourd'hui sur le lithium, alors que notre population, c'est 1% de la population mondiale. C'est quand même un sujet. C'est pour ça qu'il y a un enjeu à être plus sobre sur l'utilisation de lithium et donc d'être plus sobre en général. Il y a aussi un autre enjeu sur le lithium, c'est que la Chine a un monopole sur le raffinage, ou un quasi-monopole. Donc électrifier la société, électrifier le mix énergétique, ça nous permet de nous sevrer de notre dépendance aux pays pétroliers, mais ça crée une nouvelle dépendance envers des pays qui maîtrisent les chaînes de valeur sur les métaux. Donc les pays pétroliers, c'est pas mieux. Après, il y a la question du cobalt. Il y a des technologies de batterie qui existent, donc les LFP, donc pour lithium fer phosphate, qui n'utilisent pas de cobalt, mais donc les batteries les plus répandues aujourd'hui, ça utilise du cobalt. Et donc si on électrifie le parc automobile français avec les batteries actuelles, eh bien il faudrait mobiliser 8% de la production de cobalt dans les 30 prochaines années, ce qui n'est pas hyper équitable avec nos voisins aux quatre coins du monde. Il y a aussi un enjeu de monopole de la Chine sur le raffinage du cobalt. Après, il y a aussi un troisième métal critique qui est le nickel, qu'on utilise aussi donc, dans l'essentiel des batteries actuelles. Donc tout ça pour dire que les véhicules, il va falloir les électrifier, mais il va falloir aussi réduire leur taille et réduire leur nombre pour nous en sortir. Sinon, il y aura des problèmes sur la disponibilité en métaux. Et puis le dernier sujet, qui est le principal sujet, c'est la question du cuivre. Le cuivre, on s'attend à un pic d'extraction pour 2024. Et les besoins identifiés d'ici 2050 sont supérieurs aux ressources connues actuellement. Donc il y a un vrai enjeu à être sobre en cuivre. Donc pour être sobre en cuivre, eh bien on peut être sobre tout court. Si on est plus sobre dans les véhicules électriques, on réduit significativement la consommation de cuivre. Et si on fait du nucléaire, eh bien on réduit aussi significativement la consommation de cuivre dans le réseau électrique. Donc là, il y a un enjeu à la fois sur être plus sobre et à la fois sur faire du nucléaire. C'est notamment préférable pour la consommation de cuivre. Et donc, pour conclure sur l'aspect sobriété, le scénario sobre, ça permet de réduire de 20-30% la consommation de ressources, il faut y aller. Et puis, réindustrialisation, même si c'est préférable pour l'économie, pour l'empreinte carbone, ça n'est pas contre-productif pour la consommation de ressources, puisque on consommera plus de ressources en France, mais on consommera moins de produits importés, donc à l'échelle mondiale, ça ne changera rien. Donc, réindustrialisation, ça reste très préférable. Conclusion. Alors, quels sont les deux piliers de la transition énergétique et sur quel levier peut-on appuyer chacun à notre échelle? Deux piliers, on va avoir la production et la consommation. Donc, on a l'économie qui doit se mettre en ordre de marche pour décarboner la production d'énergie. Et on a les modes de vie qui doivent se transformer drastiquement pour réduire leur consommation d'énergie, de biens, de matières, de services, tout. Donc c'est vraiment ça les deux approches, et aucun des deux n'arrivera à s'en sortir tout seul. Si on reste dans une économie productiviste qui décarbone pas sa production d'énergie, on peut être sobre autant qu'on veut, on n'y arrivera pas. Si on fait tous les efforts qu'on veut en termes de décarbonation de l'énergie, mais qu'on continue à prendre l'avion pour un oui, pour un non,
et à consommer comme des nababs, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut vraiment consommer moins et transformer l'économie. Donc maintenant, comment on s'y prend? Donc, l'économie, il faut décarboner les productions. Décarboner à la fois donc, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, c'est-à-dire l'alimentation, production de biens et les services. Et bien sûr, l'énergie qui va avec et qui est le centre de l'économie. Pour avoir un plan pour faire tout ça, je vous conseille la lecture du PTEF, donc le plan de transformation de l'économie française, qui a été rédigé par le Shift Project. Pour consommer plus sobre, la logique qui est dans les rapports du GIEC, c'est qu'il y a 3 types de sobriété. Il y a éviter, substituer et améliorer. Éviter, ça va être je renonce à un déplacement ou je renonce à un achat. Substituer, c'est je fais autrement. Au lieu d'y aller en voiture, j'y vais en vélo. Au lieu d'y aller en avion, j'y vais en train. Voilà, je fais quand même ce que je voulais faire, mais différemment. Et après, améliorer, je change pas grand-chose, mais c'est au lieu d'avoir une voiture à essence, je vais avoir une voiture électrique. Donc voilà, ça mettra moins. Donc là, c'est à l'échelle individuelle, mon mode de vie qu'il faut que je change, pour faire des efforts, réfléchir comment m'améliorer. Si on revient côté économie, il va y avoir plusieurs acteurs. Il y a des entreprises, c'est les entreprises qui font tourner l'économie. Donc les entreprises et puis aussi la puissance publique, mais essentiellement les entreprises. Les entreprises, elles ont des ressources humaines et elles ont des investisseurs. Donc c'est le fameux capital et travail. Donc pour changer les entreprises, il faut influer sur les investisseurs, sur les ressources humaines et puis sur les entreprises. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande Shift Your Job, qui permet d'identifier des entreprises dont les activités sont en phase avec la transition bas carbone. Ça permet de réorienter les ressources humaines vers ces entreprises pertinentes. Et pour ce qui est investissement, je vous recommande Time for the Planet. Donc Time for the Planet, l'idée c'est de mobiliser la finance pour investir dans des projets qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des Lyonnais d'ailleurs, à la base. Très intéressant. De manière générale, on a plusieurs leviers pour décarboner et réduire la consommation. Ces leviers, ça va être la loi. Donc si on réglemente, on dit c'est interdit de faire plus de 4 vols en avion dans sa vie. Voilà, c'est la loi, ça sera respecté. Il y a les prix, c'est tout ce qui va être taxation, subvention. On peut subventionner l'achat d'une voiture électrique, on peut taxer le pétrole, la fameuse taxe carbone. Voilà, c'est un deuxième sujet. Donc le premier, c'est l'approche régulation de l'économie. Le deuxième, c'est l'approche libérale par le signal prix. Après, il y a aussi la question des infrastructures. C'est bien beau de dire il faut y aller en vélo au boulot, mais s'il n'y a pas de piste cyclable, c'est compliqué. Donc il faut créer le cadre pour que des comportements plus sobres puissent se développer. Et après, on a bien sûr tout ce qui est la morale, l'image, les normes sociales qu'il faut faire évoluer. Il faut que ce soit stylé de venir en vélo et il ne faut pas que ce soit dégradant. Donc là, l'image, notamment des cyclistes, a bien évolué ces dernières années et ça, c'est très appréciable. Et il y a aussi un besoin de formation de toute la société, de formation et d'information pour que tout le monde sache quels sont les enjeux, quels sont les leviers et pourquoi il faut agir et comment agir. Alors comment on fait pour agir sur tout ça? Eh bien, il y a tout ce qui est politique publique sur la loi, le prix, les infrastructures, où là, il y a un enjeu à s'investir aussi en politique, mais c'est un peu ce que je fais, pour faire bouger les choses à ce niveau-là, parce que c'est des leviers importants et nécessaires. Pour tout ce qui est formation, image, il va y avoir les réseaux sociaux, on peut interpeller des députés, des entreprises, pour un réveil écologique et perles de greenwashing, bon pote et les autres, ils sont assez forts là-dessus. Après, on va avoir, pour transmettre de l'information et pour former, il y a tous les ateliers de type fresque, du climat, de biodiversité, etc. Et puis d'automne, qui est plutôt orienté solutions. Donc c'est très intéressant, il y a beaucoup de monde qui se mobilise là-dedans pour faire cette formation de la société. Et puis pour finir, il y a tout ce qui est les associations qui essaient de faire du lobbyisme auprès des élus et de former la société, donc notamment les shifters, Alternativa et d'autres.
Ça en est fini pour cette vidéo sur les 2 contraintes carbone et les scénarios de transition énergétique pour y faire face. J'espère que vous avez appris des choses, notamment sur ce qui concerne le climat, les rapports du Shift Project sur la baisse d'approvisionnement futur en pétrole et en gaz, et enfin sur les différentes alternatives proposées par RTE pour décarboner la société française à l'horizon 2050. Pour ma part, dans les mois qui viennent, je me mettrai à retravailler sur les rapports des groupes de travail 2 et 3 du GIEC, pour vous en faire une petite vidéo, ou deux même. C'était Barla Énergie Climat, merci et à très bientôt.